Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On revient comme chaque semaine sur nos découvertes ornithologiques de ces 7 derniers jours. Comment ça va Sophie ? Écoute, ça va pas si mal. Un petit peu stressée, comme je te disais, à cause de ma conférence, mais sinon tout va bien. On va y arriver. Et répétition d'ailleurs de cette conférence, parce que tu vas nous parler aujourd'hui de caroténoïdes, c'est ça ? De carotènes ? Exactement, des caroténoïdes. Alors c'est un gros mot pour dire des pigments. Et des pigments chez les oiseaux. Donc on va parler coloration des oiseaux. Et moi je vais justement commencer cet épisode, puisque ça va être assez court, puisqu'on va parler, on va essayer de soulever un mystère ensemble, de savoir pourquoi les chouettes et les hiboux ont la possibilité de tourner leur tête, tu sais, à 270 degrés sans se casser le cou. Il y a des scientifiques qui ont répondu à cette question en 2013 et j'ai retrouvé l'étude. J'ai retrouvé l'étude qui s'appelle Adaptation of the Old Cervical and Cephalic Arteries in Relation to Extreme Neck Rotation. Et c'est une étude qui a été réalisée par Fabiane de Koch-Mercado. Alors j'espère que je prononce bien ce nom. Et 5 autres personnes. Et c'est une étude qui est assez particulière parce que contrairement aux autres études qu'on a on va dire l'habitude de vous présenter dans le courrier de la Sterne, eh bien c'est une étude qui est en réalité une infographie, c'est-à-dire que c'est une image dans laquelle vous allez retrouver toutes les informations qui vont être détaillées dans l'étude en question. Donc c'est une infographie que vous allez pouvoir retrouver très facilement, qu'on vous mettra dans la description. Par contre, il faut avoir fait de la neurologie pour vraiment tout comprendre de cette infographie. Moi-même, j'ai pas tout compris à l'infographie que j'ai étudiée en long, en large et en travers. Donc, on va se faire quand même un petit résumé pour essayer de comprendre comment les chouettes et les hiboux font pour tourner la tête. Alors déjà, pourquoi les chouettes et les hiboux tournent la tête ? Il faut savoir que les oiseaux ont généralement une vision qui est latérale, sauf que ce n'est pas le cas pour les chouettes et les hiboux. Donc ce que font les chouettes et les hiboux, c'est qu'ils tournent la tête puisque leur vision est, on va dire, centrale. Il n'y a pas spécialement de vision périphérique chez ces oiseaux. Alors je sais pas s'il y a des espèces de rapaces nocturnes où cette particularité n'est pas présente, parce qu'il y a quand même 250 espèces de rapaces nocturnes dans le monde. Alors, peut-être qu'il y a des rapaces nocturnes où cela n'est pas présent. Je crois pas, d'après ce que je connais, ils ont tous une espèce de disque facial et une vision binoculaire. Et donc c'est assez intéressant, puisqu'il y a donc un neuroradiologue qui s'appelle Philippe Gaillou à l'université Johns Hopkins de Baltimore qui s'est posé la question de savoir justement pourquoi, ou plutôt comment les chouettes et les hiboux pouvaient tourner leur tête sans se faire mal. Parce que nous, si on tourne la tête, on risque d'avoir des petits problèmes jusqu'à même se déboîter le cou, ce qui peut entraîner la mort. Donc des chercheurs ont examiné 14 individus de chouettes rayées. Ce sont les animaux qui ont été utilisés, des oiseaux que l'on trouve en Amérique du Nord. Ils ont également étudié des grands-ducs d'Europe et ils ont fait plusieurs découvertes. La toute première, et c'est une découverte très intéressante, alors peut-être qu'il y a d'autres animaux qui possèdent cette caractéristique, mais moi en tout cas je ne le savais pas, c'est que ces oiseaux possèdent 2 fois plus de vertèbres cervicales que nous. Ah oui. Les hommes. 7 chez nous, 14 chez eux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la girafe possède le même nombre de cervicales que nous, 7, alors que l'on pourrait penser que c'est beaucoup plus. Mais donc, il y a 2 fois plus de vertèbres cervicales chez les chouettes et les hiboux. On a les artères carotides qui se situent chez nous sur les côtés en fait du cou. Chez nous comme chez d'autres animaux, chez les rapaces nocturnes, ces artères carotides sont situées au centre du cou. Et le diamètre de ces artères, elles ne se rétrécissent pas en traversant le cou, ce qui est le cas chez nous. Donc on a le sang qui peut passer beaucoup plus facilement en soi, et qui peut irriguer beaucoup plus facilement la tête. Et d'ailleurs, je dis que le diamètre des carotides
ne rétrécit pas en travers le cou, c'est même l'inverse, elles s'élargissent lorsque justement elles vont aller jusqu'à la base de la tête, et on a aussi toute une espèce de... Je sais pas qu'on peut vraiment, si on peut vraiment appeler ça des espèces de coussins, mais en gros il y a des espèces de poches de protection qui empêchent justement, lorsque l'oiseau tourne la tête, eh bien d'empêcher l'influx de sang. Donc on a une petite poche de protection qui se remplit d'air et qui évite justement que le sang ne circule plus dans les conduits, dans les artères. Alors c'est pas l'artère pour le coup, c'est pas l'artère carotide, là c'est pour le coup c'est l'artère vertébrale, artères vertébrales qui sont d'ailleurs beaucoup plus larges en diamètre que chez nous, jusqu'à 10 fois plus larges que chez nous en termes de diamètre, puisque chez nous on a des artères vertébrales et carotides qui font, je crois, à peu près la même taille, d'après ce que j'ai compris. Et puis on a aussi toute une ramification qui s'opère entre les carotides et les artères vertébrales, qui permettent justement, toujours dans le même but, de continuellement irriguer justement la tête, et faire en sorte qu'il y ait une circulation qui ne soit pas interrompue du sang en cas de blocage de l'une ou de l'autre des artères pour quelconque raison. Et tout ça donc c'est expliqué dans l'infographie. Alors ça rentre beaucoup plus dans les détails. Par exemple, les petits sacs que j'évoquais comment dire, précédemment, se trouvent par exemple dans ce qu'on appelle le foramen transversaire, donc qui est juste en dessous en fait des carotides intermédiaires chez les oiseaux. Mais là on rentre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus spécifique, et je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça. Il y a aussi une dernière chose qui est dite. Alors il parle dans l'étude de type I intercarotide. Alors je sais pas du tout à quoi ça pourrait correspondre en médecine traditionnelle. Dites-le nous dans les commentaires si vous avez ces connaissances-là. Et en gros, il y aurait une espèce d'anostomose qui s'opérerait, une anostomose donc qui garantirait eh bien, le flux de sang à travers les artères carotides comment dire, Du coup, au niveau du cou, au niveau de la vertèbre cervicale, pour justement, encore une fois, apporter ce flux sanguin. Et donc voilà un petit peu comment les chouettes et les hiboux eh bien, font pour ne pas avoir mal lorsqu'elles tournent la tête. On rappelle jusqu'à 270 degrés, ce qui est énorme. C'est assez dingue de voir ça. Et certains oiseaux d'ailleurs utilisent cette particularité, parce que des fois on a des motifs qui forment par exemple la tête de l'oiseau à l'arrière lorsque l'oiseau tourne le cou, ce qui fait que la proie peut avoir l'impression d'être regardée, ou au contraire que cela puisse servir de moyen de, je ne vais pas dire de défense, mais en tout cas de signification qu'il ne faut pas l'approcher. De défense aussi. Ouais, défense. Parce qu'on a des toutes petites chouettes. Alors bon, là je te parle de ce que j'ai en Afrique, mais on a ce qu'on appelle les Pearl Spotted Owlets, qui sont des toutes petites chouettes. Ça fait 10 cm de haut, même pas. Et eux, ils ont deux points noirs à l'arrière de la tête, exactement ce que tu disais, un motif comme des yeux. Et en fait, ça, c'est parce que ces toutes petites chouettes, c'est aussi des proies. Et donc elles ont besoin de faire croire aux prédateurs qu'il y a autour d'elles qu'elles les voient. Et dans ces cas-là, ça permet aussi d'empêcher quelques actions de prédation, alors pas toutes, mais certaines des actions de prédation seront ralenties, voire stoppées par ces points noirs, et le fait que quand le prédateur se sent déjà observé par sa proie, en fait il va moins attaquer, parce qu'il se dit de toute façon l'attaque va être loupée, donc c'est pas la peine. Et donc, voilà pourquoi les chouettes et les hiboux tournent la tête. Ça fait partie de ces choses qui sont acquises finalement lorsque on parle d'oiseaux aux gens, comme d'autres comportements sur le pic, il tape par exemple contre un arbre.
Mais la grande majorité des gens ne savent pas forcément comment justement le pic parvient à ça. Ça fait partie de ces entre guillemets acquis ornithologiques qui trouvent une explication plutôt récente, hein, parce que l'étude, comme je l'ai dit, date de 2013. Alors elle a 10 ans, hein, maintenant à l'échelle de la recherche scientifique. 10 ans, c'est un gouffre, mais force est de constater que ça reste quand même une réflexion. J'ai pas connaissance de travaux antérieurs qui parlent justement qui expliquent le fait que ces oiseaux puissent tourner la tête aussi violemment, entre guillemets. Violemment. À 270 degrés quand même. Hein, mais c'est 3/4 quand même, c'est incroyable. Je rappelle que si vous déboîtez entre guillemets le cou, hein, ce que évidemment on n'espère pas, il y a une déchirure en gros des vaisseaux carotides finalement, et vous avez tout simplement des caillots qui vont se former. Alors je sais pas si c'est dans l'artère principalement qui vont se former, mais voilà, il y a des caillots qui peuvent se former, des risques d'embolie, des attaques cérébrales, donc ça reste quand même une certaine prouesse. Que les chouettes et les hiboux sont capables de faire. Et tu sais s'il y a d'autres oiseaux à part ceux-là qui peuvent aussi tourner la tête aussi loin? Ou c'est les seuls? Non, pas à ma connaissance. Après, comme je t'ai dit, là, il y a environ 250 espèces de chouettes et des hiboux. Alors il y en a d'autres, hein. On compte pas les ninox, par exemple. Enfin, si, on compte les ninox qui font partie des 250, mais qui sont beaucoup moins connus. Je sais pas, par exemple, si chez les ninox il y a ce comportement-là. Faudrait vérifier. voir. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais non, jamais. Chez les rapaces diurnes, peut-être, est-ce qu'il y a ce genre de... Alors peut-être pas 270 degrés, mais il y a quand même des oiseaux qui sont capables de tourner quand même, de tourner efficacement la tête. Ouais, ils tournent bien la tête. Hein. Il y a quelques bus qui peuvent vraiment tourner la tête quasiment à l'envers. Enfin, tu sais, la retourner carrément à 180 degrés. Ouais, à 180 degrés, ouais. Ouais, facile, mais après, plus loin, je pense pas. Ça faudrait voir, faudrait vérifier, mais j'ai pas vu plus loin que ça quand même, hein, parce qu'après il se déboîte un peu le cou. Après, comme on l'a dit, ça correspond justement au fait que les chouettes et les hiboux n'ont pas de vision latérale, contrairement aux oiseaux, donc ils sont obligés de compenser ça par le fait... Tu parlais d'une vision binoculaire identique à la nôtre, c'est justement parce qu'ils ont cette vision binoculaire centrale qu'ils sont obligés justement de torsader entre guillemets leur cou pour pouvoir saisir toutes les subtilités de leur environnement. Ouais, puis il y a aussi l'histoire des sons, parce que tu sais que le masque facial de la chouette, ça lui sert aussi à réceptionner les sons. Et donc, effectivement. Se positionner face au son comme ça lui permet en fait de mieux situer l'endroit exact d'où provient le son. Aidé aussi par ses oreilles qui sont un petit peu décalées l'une par rapport à l'autre, c'est pas exactement au même niveau, il y en a une qui est plus haute que l'autre. Absolument. Et donc ça aide pas mal aussi. Donc il y a plein de choses chez les chouettes et les hiboux qui sont super à étudier. Moi j'aime beaucoup. C'est un monde surprenant à étudier et développe des caractéristiques assez formidables j'allais dire de silenciosité, mais pas du tout. Mais tu m'as compris lorsque je dis ça, parce qu'on a vraiment des oiseaux qui sont extrêmement silencieux, notamment l'arfan des neiges d'ailleurs, puisqu'ils avaient fait des tests à l'époque et ils avaient déterminé que l'arfan faisait quasiment pas de bruit en vol. Et surprenamment, les corbeaux arrivent en deuxième position. Ah, les corbeaux. Ouais, les corbeaux arrivent en deuxième position. Après, ça reste toujours des expériences à refaire, mais le résultat était assez surprenant pour les corvidés. Bon, les pigeons, j'en parle pas. C'était une catastrophe, mais c'est pas dans ça qu'ils sont doués. Ah non. Mais tu voulais évoquer quelque chose par rapport aux corvidés sur le fait de savoir s'ils avaient les mêmes plumes ou je ne sais pas. Honnêtement, oui, j'en sais rien en fait. Est-ce qu'ils ont les mêmes structures? Parce qu'on sait que chez les oiseaux de nuit, comme les chouettes et les hiboux, on a des structures supplémentaires sur les ailes qui permettent justement d'éviter de faire du bruit en volant. Est-ce que les corvidés ont les mêmes? C'est possible. J'avoue, je me suis pas plus penché que ça sur cette étude, que j'avais d'ailleurs trouvé dans un fabuleux livre sur les oiseaux que je vous recommande, qui s'appelle Photographie
un guide photographique des chouettes et hiboux du monde où il y a toutes les espèces que vous pourrez côtoyer. Il est en français. C'est je trouve un des ouvrages de référence, si ce n'est l'ouvrage de référence à posséder sur les rapaces nocturnes. Oh, je crois que je l'ai celui-là. Donc voilà, tu retrouveras justement ce tableau. Et si je ne dis pas de bêtises, le corbeau est bien positionné. D'accord, faudra que je cherche. Effectivement, il y avait une petite introduction sur une généralité sur les chouettes et hiboux, il me semble. Absolument. Faut que je relise ce truc-là, ça fait des lustres que je n'ai pas ouvert ce bouquin. Allez, tu m'as donné envie. Ah bah tant mieux, moi je trouve que c'est un excellent ouvrage, hein. C'est un des meilleurs que j'ai en tout cas dans ma collection personnelle, si on peut appeler ça une collection. Attention. Ah, c'est bien tout ça. Faut des bouquins. On a parlé d'oiseaux silencieux, maintenant on va parler peut-être d'oiseaux qui se montrent plus facilement, avec la pigmentation, c'est ça ? Pas forcément. On va parler d'une étude qui est sortie, alors que je dise pas de bêtises. Voyons voir, je l'ai ici. Octobre 2021. Voilà. Un article qui s'appelait Estimer la distribution des caroténoïdes et la coloration dans la peau notamment et dans les structures intertegumentaires chez les oiseaux et chez les dinosaures. Donc c'est un article qui est assez intéressant parce qu'on va parler à la fois des oiseaux actuels et de leurs ancêtres, les dinosaures. Et oui, parce que les oiseaux sont des dinosaures. Exactement, c'est nos dinosaures actuels. Donc votre poule est un dinosaure. Si votre merle est un dinosaure, votre rouge-gorge est un dinosaure. Ouais, c'est quand même génial de se dire qu'on vit encore parmi les dinosaures, moi je trouve ça incroyable. Et qui domine d'ailleurs encore la Terre par le nombre d'espèces, hein, d'ailleurs, si on regarde 57 milliards d'oiseaux dans le monde. Et une étude de l'année dernière qui avait fait un comptage global. 57 milliards d'oiseaux, dont 1,3 milliard moineaux. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Mais ça fait quand même plus de 10 000 espèces différentes. Hein. On n'a que la moitié d'espèces de mammifères dans le monde. Hein. Quasiment 11 000 même. Hein. On Quasiment était à 11 000, c'est vrai. 10 700, 10 800, je crois, quelque chose comme ça. C'est vrai, j'ai arrondi à 10 000, autant pour moi. Mais bon, ça fait 2 fois plus que de mammifères. Et bon, ça fait beaucoup. Et ouais. Les mammifères, 1300 espèces de chauves-souris d'ailleurs. On dirait pas comme ça, mais les chauves-souris sont les mammifères les plus représentés. Et on les aime beaucoup, parce qu'après tout, elles volent aussi. Mais ce sont pas des oiseaux, attention. Non, c'est vrai. Pas du tout le même groupe. Enfin bref, du coup, on va parler aujourd'hui de pigments. Et vous n'êtes pas sans savoir que les oiseaux sont très colorés, donc comme nous avons aussi des pigments. Comme les fleurs autour de nous et comme n'importe quel truc qui a l'air un petit peu coloré, il y a du pigment. Donc comment ça se passe ? Eh bien, chez les oiseaux, vous avez plusieurs types de pigments. Ils vont avoir des pigments comme la mélanine, par exemple, qu'on retrouve aussi chez les humains. Hein. C'est ce qui nous permet de bronzer, à nous. Ce qui va faire la couleur de votre peau. Voilà, toutes les différentes colorations de peau. Les oiseaux bronzent, du coup ? Non. non, dommage. mais par contre, ils ont dans leurs plumes des colorations noires, brun foncé, grises, qui sont des colorations qui sont dues à la mélanine. C'est plus ou moins les mêmes pigments que nous. Alors il y a 2 types de mélanine différentes, mais bon, on va pas plonger là-dedans aujourd'hui. Et en plus de la mélanine, ils ont d'autres types de pigments que nous, on n'a pas par contre, qui vont être notamment les caroténoïdes. Mais nous, on peut bronzer. Mais nous, on peut bronzer, c'est vrai. Mais eux, bon, les zones de peau nue, il n'y en a pas tant que ça. C'est souvent recouvert, souvent, pas tout le temps, par des plumes, quand même. Voire des écailles, pour certains endroits. C'est vrai. Donc le bronzage, ils ont peut-être pas tant besoin que ça non plus. Mais c'est intéressant que tu en parles, parce qu'en fait, on parle souvent de la coloration des plumes, parce que c'est ce qu'on voit en premier chez un oiseau, quand même, les plumes. Hein. Mais en fait, on oublie aussi que les oiseaux ne sont pas colorés que sur leurs plumes, ils ont aussi des couleurs sur le reste de leur corps, notamment sur la peau, sur le bec,
euh, sur leur iris, dans l'œil, et puis différents autres endroits comme les griffes par exemple, bref, un petit peu partout sur le corps, ils ont des pigments, comme nous. Et on s'est intéressé dernièrement à la répartition de ces pigments, autres que dans les plumes, et notamment des caroténoïdes. Alors pourquoi les pigments caroténoïdes sont si importants et pourquoi je vous en parle depuis tout à l'heure ? Parce que les caroténoïdes, contrairement à la mélanine, l'oiseau, d'une, ne les fabrique pas lui-même, il est obligé de les prendre dans son environnement, donc par la nourriture, il va l'apporter dans son bol alimentaire, c'est des choses qu'il va manger, et qu'il va ensuite devoir réutiliser, transformer, pour pouvoir le mettre dans ses plumes, pour certains oiseaux, ça va donner des colorations rouges, jaunes, voire roses pour certains, et dans la peau, et parfois même dans ses yeux. Mais c'est aussi des pigments qu'il va pouvoir utiliser pour améliorer certains de ses organes, et notamment son système immunitaire, qui va quand même être... qui va quand même... mine de rien, c'est des pigments qui sont quand même vachement importants pour toutes ces bestioles. Et ça va aussi, lui, améliorer un petit peu la vue. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, ces caroténoïdes, on a essayé d'étudier du moins la couleur des dinosaures en se basant sur celle des oiseaux, et on s'est dit, si les oiseaux sont colorés aujourd'hui, on va se dire que les dinosaures, ils avaient plus ou moins les mêmes couleurs. Donc on s'est dit qu'ils devaient avoir plus ou moins les mêmes pigments. Sauf que le problème, c'est qu'on arrive à retrouver dans les dinosaures qu'un seul type de pigment, et ça va être la mélanine. Et pas les caroténoïdes. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que les caroténoïdes, c'est des molécules qui se dégradent très rapidement, qui sont très fragiles, et c'est pas très facile à conserver. Pour preuve, par exemple, quand vous avez un oiseau qui meurt, là, un oiseau actuel, les caroténoïdes qui sont contenus dans sa peau vont se dégrader en moins de 48 heures. Et c'est pour ça que les spécimens de musée, où il y a des surfaces de peau, par exemple, qui sont visibles, qui sont colorées en jaune, par exemple, chez certains oiseaux, ou en rouge, vous avez par exemple, chez les poules, ou chez ce genre d'oiseaux-là, où vous avez des zones de peau qui sont souvent assez distinctes et assez visibles, et en fait, ces zones de peau vont perdre leur coloration très rapidement, et les spécimens que vous voyez en musée, c'est des spécimens où on a coloré derrière, avec de la peinture ou avec d'autres techniques, la peau pour que justement elle ne perde pas sa couleur, parce que sinon les caroténoïdes de toute façon ne sont plus là après 48 heures, c'est fini. Donc ça nous pose un problème. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, exactement. Donc ça nous pose un peu un problème pour arriver à reconstituer la couleur des dinosaures, parce que ces caroténoïdes ne se conservant pas, on ne peut pas les trouver dans les fossiles. Au contraire de la mélanine, qui elle se conserve plutôt bien, pas complètement tout le temps, mais quand même plutôt bien, parce que c'est une grosse molécule très solide et qui se voit très bien. Et donc ça, on la retrouve, mais les caroténoïdes, on les retrouve pas. Donc c'est un peu un problème. Donc dans cet article, ce qu'ils ont fait, c'est que d'abord, ils ont essayé d'estimer chez les oiseaux plus ou moins à quoi servaient les caroténoïdes. Donc il y a plein d'études à droite et à gauche qui leur ont permis de savoir. Voilà, on a vu que les caroténoïdes servaient à améliorer le système immunitaire, servaient à la vision. Il y a des sortes de petites gouttes d'huile dans les yeux des oiseaux qui sont pleines de caroténoïdes un petit peu modifiés, qui leur permettent par exemple d'améliorer leur vision des couleurs. Il y a plein de choses, et c'est incroyable. Et ça marche aussi chez les tortues d'ailleurs, je sais pas si si ça vous intéresse, allez voir. C'est quelque chose d'assez incroyable. Nous, on n'a pas ces structures-là, les oiseaux et les tortues, par contre, eux, ils les ont. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on sait des oiseaux actuels, et qui sont basées sur l'utilisation de caroténoïdes. Et on s'est dit, pourquoi ne pas appliquer ce qu'on sait qui fonctionne chez les oiseaux actuels, et se dire que si les dinosaures avaient des structures similaires, peut-être que eux aussi, du coup, ils utilisaient ces caroténoïdes. Alors, pas forcément pour les mettre dans les plumes, mais peut-être au moins pour leurs organes, pour la fonction de leur système immunitaire, pour la vision, etc., etc. Donc c'est tout le but de l'article, qui a essayé de reconstituer une phylogénie pour se dire, ok, comment est-ce qu'on peut mettre ces caractères, présence ou utilisation de caroténoïdes, chez les dinosaures, chez les ancêtres des oiseaux, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui chez les oiseaux actuels et chez les tortues aussi, vu que c'est plus ou moins le même groupe. Essayons d'expliquer ce que c'est qu'une phylogénie pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et oui, c'est le point définition. Alors une phylogénie, c'est simplement... comment expliquer ça simplement ?
Une phylogénie, c'est en gros retrouver le dernier ancêtre commun de plusieurs animaux qui appartiennent plus ou moins au même groupe. On va essayer de les classer, lequel est plus proche de qui, lequel est apparenté à qui, etc. C'est un peu comme... Alors, je dirais pas que c'est comme un arbre généalogique, parce que là, on le prend un petit peu à l'envers, mais c'est essayer de trouver qui est cousin avec qui, quelle espèce est la plus proche de quelle autre espèce sur votre phylogénie. Et à la fin, ça va vous donner une sorte d'arbre, effectivement, qui va classer les espèces en fonction de leur proximité. Et donc sur cette phylogénie, on connaît déjà plus ou moins la phylogénie des oiseaux, on sait classer ces oiseaux, on sait quel groupe est plus proche de qui, et on sait que les oiseaux sont les descendants des dinosaures non aviens, donc tout ce qu'on avait avant la disparition des dinosaures. Et donc on sait à peu près comment ça se place, et donc on a juste à appliquer sur cette phylogénie les caractères qu'on a chez les oiseaux actuels, c'est-à-dire la présence ou l'absence de certains pigments, l'utilisation ou la non-utilisation de certains pigments, et on essaie de voir si on peut les appliquer aussi chez leurs ancêtres ou pas, en fonction de leur position sur l'arbre. Donc voilà, donc c'est assez compliqué, hein, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça, parce que là on est quand même sur un sujet un peu complexe. Mais du coup, leur conclusion de l'article, c'est que chez les dinosaures, il y avait probablement utilisation des caroténoïdes, comme chez les oiseaux actuels, mais plutôt que de les mettre dans les plumes, parce que pour les mettre dans les plumes, c'est un phénomène qui est un peu plus complexe, qui nécessite plus de transformation des caroténoïdes pour qu'elles soient un peu plus stables que si elles sont utilisées dans d'autres parties du corps. Plutôt que de les mettre dans ces plumes, donc, ils les utilisaient probablement pour d'autres parties du corps, que ce soit pour du signalement sur de la peau nue, par exemple, ou bien pour le système immunitaire, comme on en a parlé, ou pour la vue, ou pour ce genre de choses. Il y avait, on avait illustré avec, je crois que c'était avec Victor, si je dis pas de bêtises, pour le fou à pied bleu, le fait justement que les fous mettaient en péril leur système immunitaire pour augmenter la beauté entre guillemets de leurs pieds. Oui. Ce qui était très très intéressant, retrouver l'épisode qu'on a dû faire en saison 1 sur le fou à pied bleu. Donc il y a aussi, et pareil, ça parlait de caroténoïdes en disant justement que ça aidait au bon fonctionnement du système immunitaire chez les oiseaux. Mais là on avait un contre-exemple, c'est-à-dire que plus les pieds étaient très colorés, moins le système immunitaire, on suppose, moins le système immunitaire était performant, ce qui était une conclusion assez intéressante. Ah oui, c'est pas mal, chez le fou à pied bleu. Et est-ce que tu sais quel était le pigment responsable de ce pied bleu ou pas du tout ? Mais il me semble que c'est caroténoïdes qui étaient modifiés. Alors je sais plus du tout comment il était modifié, si c'était une accumulation. Je crois qu'il y avait une histoire d'accumulation dans le lot. Ouais. Mais ouais, je crois que c'était aussi le caroténoïde qui était incriminé pour le coup. Oh, c'est fort possible. Et du coup, ça pourrait aussi peut-être vouloir dire qu'en fait les caroténoïdes, plutôt que d'être utilisés autre part dans le corps, seraient utilisés uniquement pour la coloration des pieds. Donc en fait tu prives ton système immunitaire de caroténoïdes pour le mettre autre part. Ça peut être intéressant. C'est possible, ou alors tu fais, je sais pas comment ça peut fonctionner, mais tu peux par exemple mettre plus de caroténoïdes dans tes pieds et moins dans le système immunitaire. Ça paraît un peu bizarre comme vision de voir, mais ça peut être, je pense que ça peut être totalement ça peut être complètement ça. Ça peut être complètement ça. Peut avoir lieu. Mais du coup, moi j'ai une question, parce que on connaît la couleur de certains oiseaux. Enfin, de certains dinosaures, pardon. Je pense alors je crois que c'est Sinosauropteryx, si mes souvenirs sont bons, qui est sur la queue, il est orange barré de blanc ou de noir, je crois. Et c'est un pattern, c'est un motif qui se répète tout au long de la queue. Comment du coup on fait pour savoir quelle couleur avaient ces oiseaux ? Alors là, c'est les mélanines dont tu parles en fait. C'est pas du tout les caroténoïdes. Okay. Parce qu'il y a un type de mélanine qui est la phéomélanine, qui va te donner des oranges, bruns, roux, tu sais, ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Et puis, tu as le mélanine qui est la mélanine noire, gris foncé, voilà. Donc ça peut te donner tout ça. Et donc l'absence de mélanine est codée blanche par défaut dans ce qu'on connaît des dinosaures. Mais si ça se trouve, ce blanc, en fait, il est complété par une autre couleur
qu'on n'a pas vu, qui pourrait être une caroténoïde, mettons que ça pourrait être un jaune, hein, ça pourrait être un rouge, ça pourrait être quelque chose de bien flashy, mais comme on n'a pas retrouvé la molécule, on n'en sait rien. Donc pour nous, quand il y a absence, ça reste blanc. C'est tout. Et phénomène qui était très intéressant à remarquer, puisqu'on parle souvent de l'albinisme, mais l'inverse existe, c'est-à-dire la surproduction de mélanine, qui s'appelle le mélanisme, et qui peut être observé chez certains oiseaux. Moi, j'avais eu l'occasion de le voir sur des martins chasseurs. C'était très impressionnant de voir le martin chasseur tout noir, alors que d'habitude il est blanc avec son bec un peu orangeâtre. Et donc c'était très impressionnant. Et pareil, on peut avoir aussi le cas inverse. On parle beaucoup de l'albinisme, mais le mélanisme existe aussi. C'est vrai, exactement. Mais l'albinisme, d'ailleurs, à ne pas confondre avec le leucisme. Le leucisme, absolument. C'est un peu différent parce que l'albinisme, c'est une absence totale de pigments sur tout le corps. Donc cette fois-ci, la peau, les yeux, les cerres aussi, donc les griffes des oiseaux, le bec et les plumes, donc, n'ont plus aucun pigment. Ça, c'est l'albinisme. Mais par contre, le leucisme, c'est uniquement les plumes qui n'ont pas leur pigment. Donc vous verrez, les yeux de l'oiseau ne sont pas rouges quand l'oiseau est leuciste. Ils sont de la couleur normale de l'oiseau en question, tout simplement. Et puis pareil pour les cerres et le bec, ils seront pas blanchâtres ou un peu rosés, ils seront noirs, gris, jaunes, en fonction de ce que l'oiseau a normalement. Et puis de toute façon, ça se remarque très bien, notamment chez les merles et les corbeaux, surtout chez les merles, puisque voilà, vous verrez des petits patchs de plumes blanches ou des bordels blancs ou ce genre de choses là. C'est ça. Donc voilà, c'est typique du leucisme qu'on peut rencontrer chez ces oiseaux là. Exactement. Eh ben ma foi, ça s'est bien passé cette répétition pour la conférence de la semaine prochaine. Ouais, c'était un petit peu. Il y en avait un petit peu beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Mais c'est un article que j'ai trouvé récemment et que je trouvais intéressant. Mais vous aurez le lien en dessous de l'émission, comme d'habitude. Évidemment. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour à nouveau vous raconter des choses sur le monde passionnant des oiseaux. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt tous et toutes. Vous pouvez nous retrouver sur le réseau Twitter avec @CDLS pour suivre justement les émissions. En réalité, on ne fait que publier les émissions sur le Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify. Vous pouvez nous retrouver sur Deezer. Vous pouvez nous retrouver sur PodCloud où on centralise le tout. Sur YouTube, bien évidemment, si vous souhaitez passer par la plateforme de YouTube. Et Sophie, on te retrouve sur Entracte Science, c'est bien ça. C'est ça. Et à très bientôt tout le monde. Merci. Et à très bientôt tout le monde, bien sûr.